Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. Je me présente, je m'appelle Sandrine Bienvenue, je suis formatrice, conceptrice et responsable de la plateforme e-learning chez Orion Santé. Je suis donc ravie de vous retrouver pour cet épisode dédié à l'avenant 11, un avenant que va nous présenter Florian Rousseau, notre expert NJAP que vous connaissez déjà tous. Bonsoir Florian. Bonsoir Sandrine, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accompagner et de nous présenter ce nouvel avenant qui a été signé mardi. Je vais te laisser le présenter à nos collègues. Alors, ce nouvel avenant, avenant 11, donc signé mardi dernier par l'UNCAM et les trois syndicats représentatifs, que l'on peut qualifier comme un avenant innovant. Donc, dans la revalorisation progressive que je vais vous présenter après, on va revoir les revalorisations sur l'AMI, l'AMX, mise en avant des rôles d'éducation, de dépistage, de prévention et de suivi de l'infirmier et l'infirmière libérale. Une autonomie qui va être bien mise en avant de l'infirmier, un accès direct pour les plaies, de nouvelles compétences professionnelles, tout ça, c'est une réelle avancée dans notre exercice. Donc ces actes et ces nouvelles compétences étaient attendus et reconnus par la profession. En juin 2025, il y a eu la loi infirmière qui a été votée. Peu de temps après, en décembre 2025, donc le décret relatif aux activités et compétences de la profession infirmier. On a vu ensuite un arrêté qui a été publié le 20 février 2026 relatif au diplôme d'état infirmier, donc avec une refonte du cursus de formation initiale. Nous attendons encore aujourd'hui les arrêtés qui vont concerner donc les nouvelles compétences, donc les nouveaux actes que l'on va pouvoir réaliser et le nouveau droit de prescription infirmier qui a été élargi. Donc tout ça en lien avec l'infirmier référent, la consultation infirmière, donc des nouveaux rôles dans le préventif, le dépistage et l'éducatif. Donc ces enjeux pour l'avenir vont être à saisir, hein. Donc ce qu'il faut comprendre dans cet avenant, c'est qu'il va nous falloir faire un point sur nos connaissances et nos compétences. On va monter en compétences, donc il va falloir faire le lien avec nos connaissances, nos acquis, de quoi on va avoir besoin donc, pour décider dans ce nouveau rôle pour vous, pour vos patients et pour vous organiser dans le temps afin d'ajuster au mieux vos cotations. Donc bien sûr, il vous faudra chacun vous poser la question, qu'est-ce qui vous manque pour y parvenir? Alors, ce qui est attendu par la profession, et ça, je pense que c'est une surprise pour personne, c'est la revalorisation de la lettre clé AMI et AMX. Donc, on a une augmentation de la lettre clé qui va être en deux étapes. La première étape sera à la fin de l'année, donc on va passer de 3,15 € à 3,35 €, pardon, à l'expiration donc, du délai incompressible de 6 mois. Donc, dès qu'il y a la signature d'un avenant, il y a toujours un délai incompressible de 6 mois pour la mise en application. Donc, fin 2026, on aura une première revalorisation donc de 20 centimes, puis une deuxième de 10 centimes à partir du 1er novembre 2027, ce qui représente un petit peu moins de 10% d'augmentation. La CNAM, par contre, s'engage à engager des travaux dans la traçabilité des actes de la nomenclature, donc à savoir, à l'issue de la mise en application donc, de cet avenant, donc un travail sur 12 mois pour réexaminer, clarifier, harmoniser, donc déliber des coefficients, des règles de cumul qui sont extrêmement complexes, hein. Je pense que ça ne vous a pas échappé que notre nomenclature n'était des fois pas très simple à comprendre, ni pour nous, ni a posteriori pour les caisses d'assurance maladie, avec des lectures des fois un petit peu différentes d'une caisse à l'autre. Donc l'objectif de ce travail va être de clarifier vraiment au maximum notre nomenclature. Merci Florian déjà pour cette introduction. Alors, un des points importants de cet avenant est la présentation de la consultation infirmière. Donc, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ses caractéristiques? Oui, ça c'est une réelle avancée, hein, la consultation infirmière, rien que dans sa sémantique, hein, où avant la consultation était réservée à un acte purement médical. Là, on voit que cette sémantique est désormais réservée aussi à la consultation des infirmiers. Donc l'objectif, elle a plusieurs objectifs, cette consultation infirmière. Renforcer l'accès aux soins, la coordination des soins de proximité, la qualité de prise en charge des patients, afin aussi de soutenir
la prévention et d'améliorer le suivi des situations complexes. Alors, à ce stade, voilà les deux consultations que l'on va retrouver donc dans cet avenant. La consultation pour les patients nouvellement insulino-traités et le suivi post-mon bilan prévention. Donc, nous serons la seule profession à pouvoir faire des consultations spécialisées post-mon bilan prévention, même si les médecins, les pharmaciens, eux, n'auront pas ce suivi de consultation en post-réalisation de bilan. Alors, il y a d'autres consultations qui vont arriver, il y a d'autres travaux qui vont être menés pour mener d'autres thématiques de consultation, à savoir le retour d'hospitalisation pour les patients ayant fait un AVC, la prévention en santé mentale, les situations d'urgence, les plaies. Donc, toutes ces consultations seront progressivement intégrées à la NGAP selon un calendrier qui va être échelonné de 2027 à 2029. Alors, en détail, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Prenons la première consultation pour les patients nouvellement insulinotraités au 1er janvier 2027. Donc à partir du 1er janvier, donc alors attention, sous réserve d'un avis favorable de la HAS qui n'a toujours pas été rendu à ce jour, mais dans la convention, c'est inscrit. Donc pour les patients atteints d'un diabète de type 2, lors de l'instauration d'un traitement initial par insuline, donc c'est-à-dire le patient nouvellement insulinotraité, qui sera réalisable dans les 6 premiers mois suivant le début du traitement. L'objectif va être une meilleure autonomie, une compréhension renforcée de sa maladie, peut-être des actions d'éducation thérapeutique, gestion de l'insulinothérapie, comment le patient va s'approprier le protocole, en gros comment il va apprendre à gérer sa maladie dans son mode de vie, la prévention des complications, des mesures hygiéno-diététiques, le risque d'hypoglycémie, etc. Tout ça qu'il faudra lui réexpliquer. Donc, seuls les frais de déplacement seront associables à cette consultation. Le code acte sera CIA, qui sera d'un montant de 20 euros, non associable à d'autres actes de soins et non facturable non plus pour les patients pris en charge dans le cadre d'un forfait de soins infirmiers, donc dans le cadre du BSI. La deuxième consultation, donc c'est la consultation post-bilan prévention, elle applicable à partir du 1er juillet 2027, toujours sous réserve d'un avis favorable de la HAS, qui sera réalisable dans les 3 mois après un bilan de prévention ayant fait émerger des problématiques de santé. On aura droit donc à 4 consultations par patient et par bilan de prévention. Là encore, seuls les frais de déplacement seront associables à cette consultation. Le code acte sera CIB d'un montant de 20 euros, non associable à d'autres actes de soins et non facturable dans le cadre du BSI également. Merci Florian pour ces premières précisions. Je pense que ça va être quelque chose d'assez intéressant pour nos collègues de pouvoir développer ces consultations infirmières. Il y a d'autres choses à voir maintenant. Entre autres, à la lecture de cet avenant 11, j'ai remarqué aussi qu'il y avait des items, des nouveaux items concernant des actes de surveillance. Donc, je voudrais savoir ce que tu peux nous dire aussi par rapport à tout ça. Oui, en effet, on va voir arriver de nouveaux actes de surveillance dans le cadre, principalement dans l'article 10 du chapitre 1. La première, ça va être la surveillance clinique et thérapeutique globale hebdomadaire. Donc vraiment une surveillance hebdomadaire qui peut concerner des surveillances cliniques bien sûr adaptées à l'état du patient, hein, tout ce qui est surveillance clinique et paraclinique, pouls, tension, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, saturation, etc. En lien avec des surveillances bien sûr thérapeutiques, donc de prise de traitement, donc tolérance médicamenteuse, effets attendus, effets secondaires, gestion des traitements par le patient selon des contraintes horaires éventuellement. Éventuellement pourra s'inscrire la réalisation d'un pilulier, l'authentification de stocks non adaptés ou de stocks beaucoup trop importants chez le patient, l'information au patient qu'on pourra donner sur les thérapeutiques médicamenteuses, etc. Cette surveillance pourra inclure éventuellement l'administration de médicaments. Donc on ne pourra pas facturer en plus de cette surveillance un acte d'administration. Par contre, cet acte ne sera pas facturable dans le cadre du BSI, il ne sera pas un acte dérogatoire. La mise en application sera au 1er janvier 2028. La facturation sera AMI 3,77. Alors vous allez me dire à quoi correspond cette AMI 3,77. Le calcul a été fait en fonction de ce que l'on réalisait auparavant, à savoir lorsqu'on avait une surveillance hebdo qu'on réalisait dans le cadre du BSI, donc les surveillances hebdomadaires ne seront plus réalisables dans le cadre du BSI. Mais à l'époque, quand on facturait un BSA une fois par semaine, la valeur du BSA était de 13 euros. Donc le calcul qui a été fait, c'était de dire on aura une surveillance hebdomadaire qui est calquée
sur ce BSA, donc 3,77 que vous pourrez multiplier donc par la valeur de l'AMI. Alors attention, au 1er janvier 2028, au 1er janvier 2028, il sera donc de 3,45 €. Vous faites le calcul, vous verrez, 3,77 fois 3,45, on est autour de 13 euros. Donc on a une équivalence sur le plan financier. Le deuxième acte va être une surveillance clinique pour des situations aiguës. Donc, acte de surveillance clinique et thérapeutique réalisé dans le cadre d'une pathologie aiguë, première condition, ou d'une décompensation aiguë d'une pathologie chronique. Donc, pathologie aiguë, par exemple, ça peut être le patient qui a une forte grippe et qui est à risque de décompenser. Donc, le médecin pourra éventuellement voilà, vous demander une surveillance particulière liée à cette décompensation d'une pathologie aiguë. Ou alors une décompensation aiguë d'une pathologie chronique, par exemple, le patient insuffisant cardiaque qui commence à avoir des signes de décompensation avec augmentation, une prise de poids, œdème, etc., augmentation de la tension. Donc là, on pourra avoir éventuellement une surveillance de cette décompensation de sa pathologie chronique. 15 passages maximum sur une période de 3 mois par patient. En gros, 15 passages sur un trimestre. Alors bien sûr, une prescription pour décompensation égale 15 passages. Ça veut dire que si 6 mois après votre patient en redécompense, on pourra éventuellement avoir 15 passages supplémentaires à réaliser sur 3 mois. Et que l'infirmier pourra facturer selon l'évaluation qu'il pense la plus pertinente. Hein, on a les 15 passages qu'on pourra facturer comme il nous semble le plus pertinent. Éventuellement, s'il y a une administration de médicaments qui est pratiquée au moment de cet acte-là, elle sera inclue, elle ne pourra pas être facturée en supplément. Et bien sûr, pas de facturation non plus en plus d'un forfait de BSI. Donc, application à partir du 1er janvier 2028 avec la cotation AMI 1,49. Troisième possibilité, c'est ce qui va concerner l'administration et la surveillance de médicaments, le fameux AMI 1,2 que vous connaissez bien. Donc là, c'est un peu une révolution. Donc, il est modifié, cet article 10 du chapitre 1. Il est étendu à des situations autres que les situations de prise en charge de troubles psychiatriques et cognitifs. Viennent se rajouter donc des troubles neurologiques, des troubles sensoriels ou moteurs. Donc ça, c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Avant, on était restreint aux patients ayant des troubles psy ou cognitifs. Là, maintenant, il y a une ouverture, le neuro, les troubles sensoriels, comme par exemple le patient qui peut avoir une DMLA. Hein, donc là, on est bien sur un trouble visuel, un trouble sensoriel qui est altéré, ou un trouble moteur, le patient qui a une polyarthrite rhumatoïde, etc. Rendant donc impossible l'auto-administration des traitements. Donc en gros, ce patient-là n'est pas capable d'assurer lui-même son administration de traitement. Ce qui change également, donc, c'est les conditions de prise en charge, mais aussi les voies d'administration qui ont été élargies. Et là, regardez bien ce qui est entre parenthèses. On va retrouver donc la voie orale qu'on avait auparavant, que vous connaissez bien, la voie ophtalmique, et là, je pense que vous faites très rapidement le lien de ce patient, de cette patiente qui a eu une opération de la cataracte et qui est dans l'incapacité de pouvoir s'administrer lui-même ses collyres parce que ben, la personne est âgée, n'arrive pas, etc., pour diverses raisons variées. Donc ça, c'est une vraie révolution parce que pendant longtemps, on a eu beaucoup de difficultés hein, pour pouvoir prendre en charge ces patients-là, vu qu'on savait que les collyres n'étaient pas facturables à l'assurance maladie. Ça concerne aussi la voie auriculaire, la voie nasale, la voie cutanée, éventuellement, s'il y a besoin de mettre une thérapeutique à type de crème ou de pommade à base de cortisone, etc. La voie vaginale, mais aussi la voie rectale. Donc, vous voyez que les voies d'administration sont quand même beaucoup plus élargies que ce qu'on avait avant. On était cantonné à la voie orale. Alors attention, par contre, l'acte ne sera facturable qu'une seule fois par passage, quel que soit le nombre d'administrations que vous aurez. C'est-à-dire que si vous venez chez un patient, que vous lui donnez des médicaments Péros, vous lui mettez des collyres et, je ne sais pas moi, une pommade, donc on a bien trois voies d'administration différentes, mais ce sera un seul AMI 1,2, toutes voies d'administration confondues. Donc ce qui change, en fait, c'est la sémantique de l'acte. Avant, on était sur l'administration d'une thérapeutique par voie orale. Là, maintenant, c'est juste administration de la thérapeutique médicamenteuse, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa forme galénique. Et enfin, le dernier, c'est pour l'administration de médicaments pour des patients en ALD ayant des troubles psychiatriques. Donc, l'acte spécifique d'administration et de surveillance de médicaments donc destiné aux patients présentant des troubles psychiatriques a été revalorisé. Donc, des troubles psychiatriques délirants ou des démences de type Alzheimer et apparentés à l'article 10.
Donc, ces patients relevant donc de l'ALD 15 ainsi que certains relevant de l'ALD 23 identifiés par la classification internationale des maladies. Alors, vous me direz, qu'est-ce que c'est que cet ALD 15? Qu'est-ce que c'est que cet ALD 23? Donc, ça, en fait, c'est la numérotation pour laquelle le patient est éligible, en fait, à une prise en charge à 100%, donc dans le cas des affections de longue durée. Comment connaître le numéro de l'ALD de votre patient? Donc, vous pourrez vous connecter sur le service Amélie Pro, vous renseignez le NIR de votre patient, donc son numéro de sécurité sociale, et s'il a une ALD, vous pourrez aller consulter son ALD. Donc vous aurez une vue sur le type d'ALD qu'il a. Donc en fonction du numéro, ben, vous pourrez éventuellement appliquer cette nouvelle cotation donc, au 1er janvier 2028, qui sera un AMI 1,48. Merci Florian, c'est très clair ce que tu viens de nous expliquer et je me rends compte que finalement il y a quand même des belles avancées et une belle reconnaissance de notre rôle infirmier, donc c'est plutôt chouette. J'avais envie maintenant que tu nous parles de la prise en charge des plaies. Je sais que c'est très attendu par nos collègues, donc explique-nous un petit peu ce qui va être modifié. L'accès direct, je pense que ça intéresse plein de gens, donc voilà, je te laisse la parole. En effet, la prise en charge des plaies, c'est un gros morceau de l'avenant 11. Première révolution, nouvel acte que l'on va retrouver, ça va être la possibilité de pouvoir réaliser un bilan lorsque l'on prend en charge un pansement simple. On entend par pansement simple acte de pansement de plaie non chirurgical ou de pansement de plaie chirurgicale simple à risque de complications ou de récidive nécessitant la réalisation de pansements courants, qu'ils soient effectués en accès direct ou sur prescription. Le pansement qu'on facturait à l'époque à EMI 2. Eh ben, pour ce pansement-là, en début de prise en charge, à partir du 1er janvier 2027, on pourra facturer un AMI 2,9. Il y a une petite revalorisation lorsqu'on réalisera un petit bilan. Donc ça n'a rien à voir avec le bilan de prise en charge des pansements lourds et complexes, qui celui-ci est coté AMI 11, mais qui nécessite une expertise infirmière beaucoup plus accrue, avec un plan de soins beaucoup plus étayé. Là, on est sur des plaies qui sont par définition plus simples. Donc forcément, un bilan qui va être aussi plus simple à réaliser. Donc on appréciera bien sûr la situation clinique globale et on identifiera éventuellement des éléments susceptibles d'influencer l'évolution de la plaie. Les modalités de ce bilan de plaie simple, donc il sera réalisable une fois par an par patient sur une période de 12 mois. Il sera réservé donc aux pansements courants, donc ceux que l'on cotait à l'époque à IMI 2, mais vous allez voir que la cotation va changer, je vous en parle après. Il inclura la réalisation du pansement, il ne sera pas cumulable avec un forfait de BSI et il ne sera pas facturable si bien sûr un bilan de plaie complexe est réalisé conjointement. La traçabilité dans le dossier de soins infirmiers sera à faire avec un versement ODMP. Donc le versement ODMP, ça aussi c'est quelque chose de nouveau. Des travaux vont être engagés pour qu'on ait des modalités de transmission entre nos logiciels métiers et le DMP. Donc ça, c'est des travaux qui vont arriver dans un second temps. Les plaies en accès direct. Alors ça aussi, c'est enfin une reconnaissance de notre expertise et notre rôle propre. Désormais, les plaies pourront être accessibles directement par l'infirmier sans passer par la case médecin et rédaction d'une prescription médicale. Ça va concerner que la catégorie autres pansements qu'on a dans l'article 2 du chapitre 1. L'acte est revalorisé à IMI 2,02. Alors, il n'y a pas de revalorisation financière. Pourquoi cette modification de code acte? Tout simplement parce que l'assurance maladie a l'obligation d'avoir une maîtrise des coûts médicalisés, hein, des coûts des soins. Et cet acte, du coup, sera identifiable. Parce que dans notre nomenclature, hein, vous avez vu qu'on a plein d'actes qui sont cotés à IMI 2. Donc, comment identifier si c'est un pansement ou si c'est un autre soin? Donc, on a changé la cotation juste pour pouvoir identifier ces soins-là. Donc, il faudra bien distinguer les types de plaies. La plaie chirurgicale restera sur prescription médicale. Donc ça ne change pas lorsque vous prenez un patient en charge après une situation post-opératoire. Quoi qu'il arrive, il vous faudra une prescription pour facturer l'acte. Et il sera facturé pareil à IMI 2,02. Par contre, tout ce qui est non chirurgical et répondant à un pansement courant, donc là, sera en accès direct. Donc ça peut être le patient qui s'est blessé et il y a une petite lésion qui s'est formée, une petite déchirure cutanée ou un petit ulcère qui ne répond pas éventuellement
à un pansement lourd et complexe. Donc là, ces patients-là seront en accès direct par l'infirmière dès 2027, sans prescription médicale, ni pour la réalisation du bilan facturé à IMI 2,9, ni ensuite pour le plan de soins qui sera élaboré par l'infirmier, où l'infirmier seul décidera du plan de soins sans prescription médicale et facturera directement son acte à l'assurance maladie. Alors bien sûr, attention, hein, sous réserve d'une traçabilité, parce que forcément, des contrôles seront possibles. Là encore, pas de cumul avec le BSI, mais il n'y en avait déjà pas auparavant avec les pansements courants, donc il n'y avait pas de raison que ça change. Et on aura une surveillance des volumes, c'est-à-dire qu'en fonction du taux de facturation d'AMI 2,02 qui sera analysé par la CNAM, si le seuil de 10%, donc d'augmentation de 10% est atteint, il pourra y avoir une renégociation par l'assurance maladie et les partenaires conventionnels afin de réétudier l'impact financier de ces plaies en accès direct. Il y a toujours une maîtrise des coûts. Ce qui change également aussi, donc dans le cadre des plaies, alors celle-ci sur prescription, c'est la fameuse mention jusqu'à cicatrisation que vous connaissez tous, qui désormais est acceptée, ça y est, elle est enfin ancrée dans la convention grâce à l'avenant 11, parce que d'une caisse à l'autre, on voyait qu'il y avait des disparités de lecture de ce terme jusqu'à cicatrisation qui n'était pas considéré comme une durée. Donc là, ça y est, c'est figé. Maintenant, la mention jusqu'à cicatrisation égale QSP 3 mois. Donc, lorsque vous avez cette mention sur votre prescription médicale, considérez que c'est comme si vous aviez une prise en charge pour 3 mois maximum. Au bout de 3 mois, la prescription est terminée. Ça veut dire que ou il vous faut une nouvelle prescription avec une nouvelle durée de validité, ou alors ben, vous stoppez la prise en charge. Mais si vous continuez à facturer au-delà des 3 mois, il y a un risque d'indu qui est indiscutable. Par contre, la durée qui est renseignée par le médecin reste prioritaire, hein. Donc, si le médecin vous met un QSP prise en charge pendant 2 mois, ben, c'est les 2 mois à respecter. S'il met 6 mois, c'est 6 mois, hein. Donc, celle du médecin reste prioritaire. S'il met jusqu'à cicatrisation, maximum 3 mois, ce qui permet de sécuriser la pratique sur le terrain. Merci encore pour ces nouvelles précisions, Florian. Alors maintenant, on va aborder un nouveau point, deux nouveaux actes qui vont apparaître dans l'article 5 bis et qui vont concerner la prise en charge de l'enfant diabétique de type 1 à l'école maternelle ou à l'école primaire. Donc, donne-nous un petit peu quelques infos. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouvel acte, éventuellement comme majoration? Alors, désormais, pour la prise en charge des enfants de moins de 13 ans dans un cadre scolaire et uniquement dans un cadre scolaire, maternelle et école élémentaire uniquement, désormais, l'acte de lecture et d'analyse de valeurs glycémiques affiché sur un dispositif de mesure de glucose, donc type appareil de mesure type freestyle par exemple, ou autre dispositif, hein, peu importe, sera coté à IMI 1. Donc ça, c'est la surveillance glycémique que vous connaissiez, hein. Cette cotation, elle ne vous surprend pas, vous la connaissez déjà. Ce qui va changer par contre, c'est l'administration du bolus. Donc un acte d'administration d'un bolus d'insuline par l'intermédiaire donc d'une pompe à insuline, parce que c'est souvent maintenant c'est les recommandations d'usage, là sera facturé aussi à EMI 1. Ces actes donc, sont réservés aux enfants de moins de 13 ans. Comme ils vont être intégrés à l'article 5 bis par définition, ils seront cumulables à taux plein. Alors vous allez me dire, AMI 1 plus AMI 1. Quand avant, on considérait qu'on était sur un système de perfusion où on pouvait facturer un contrôle un contrôle du débit, pardon, en AMI 4,1, on a l'impression d'y perdre un petit peu. Alors non, parce que heureusement, on a une nouvelle majoration qui va s'appliquer, donc qui est spécifique, qui va s'intituler Majoration scolaire diabète, l'acronyme sera MSD, qui a une valeur de 7 euros et qui rentrera en application à partir du 1er janvier 2027. Donc si vous prenez le temps de faire le calcul entre l'AMI 4,1 qu'on pouvait facturer auparavant, plus un AMI 1 sur 2, vu que la glycémie était divisée par 2. Donc moi, je me suis amusé à faire le calcul, hein. J'ai pris AMI 1 plus AMI 1, on est à 6 euros, 6,30 €, sachant qu'en plus l'AMI va augmenter, auquel vous ajoutez 7 euros, ben vous verrez que vous êtes sur une équivalence en termes de tarifs. Donc on est sur un tarif équivalent à ce qu'on pouvait appliquer auparavant on était dans une prise en charge où on prenait en compte que c'était comme si c'était une perfusion. Donc, nouvelle majoration MSD, donc uniquement dans le cadre scolaire du diabète, hein. Donc, ça veut dire que cette majoration ne s'appliquera pas pour les pompes à insuline des personnes âgées, par exemple. Donc, destiné à prendre en compte, donc voilà, les contraintes spécifiques, la complexité de prise en charge en milieu scolaire,
avec les contraintes horaires que vous connaissez, hein. La facturation de ces actes et la majoration est limitée par contre à 2 cotations par jour, parce que principalement l'intervention de l'infirmier se fait le midi avant le déjeuner et éventuellement à 16 heures au niveau du goûter lors de la prise alimentaire. Merci Florian. Alors on a vu les plaies, on a vu les surveillances, on a vu la consultation infirmière, on a vu là pour cet enfant diabétique. Je pense que toutes nos collègues se demandent un petit peu ce qui va se passer par rapport à la prise en charge de la dépendance. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça? Alors, voyons ensemble effectivement ce qui change par rapport à la dépendance. Alors, l'avenant est venu rappeler quand même, par rapport aux règles de cumul, comment on devait considérer un forfait de BSI. Donc là, ça y est, c'est clairement établi dans l'avenant 11 qu'un forfait de BSI est considéré comme le premier acte facturé pour chacun des passages de la journée. C'est-à-dire que même si on facturera peut-être notre forfait que le matin, mais qu'on passe le midi et le soir, on doit quand même l'inclure dans notre facturation. Donc même s'il est facturé qu'une fois le matin, même pour les passages en IFI le midi et le soir, il sera quand même considéré comme le premier acte de facturer lors de la prise en charge. Petite nouveauté, par contre, spécificité avec les actes de l'article 5 bis du chapitre 2, donc pour le patient diabétique insulinotraité, à partir du 1er janvier 2027, une revalorisation, même si les actes de l'article 5 bis seront en deuxième acte, vu qu'en premier, on aura le forfait de prise en charge du patient dépendant, et bien ces actes de l'article 5 bis seront facturables à taux plein. Ça va inclure bien sûr le pansement lourd et complexe, la surveillance glycémique et l'injection d'insuline. Donc ça, c'est une avancée parce qu'avant, les actes de l'article 5 bis, qui étaient alors uniquement la surveillance glycémique et l'injection d'insuline, se cumulaient qu'à 50% du coefficient. Donc ça, c'est nouveau maintenant, facturation à taux plein pour le diabète dans le cadre du BSI. Pour les patients fragiles et très dépendants, ce qui va concerner les patients en forfait BSEC, une nouvelle majoration va être applicable à partir du 1er janvier 2028. Le code acte, la majoration sera MSG, donc ne me demandez pas ce que veut dire l'acronyme, il n'y a pas de définition de l'acronyme, sera applicable une fois par jour associé au forfait BSEC lorsque le score de la grille SEGA que l'on remplit lorsque l'on réalise le BSI, à savoir le volet A plus le volet B, donc les deux cumulés, lorsque ce score sera supérieur ou égal, alors dans un premier temps à 35 à compter du 1er janvier 2028 et à 32 à partir du 1er janvier 2029. Donc pour ces patients les plus lourds, il y aura une majoration de 3,10 €. Quant à l'outil BSI, donc il a été aussi convenu qu'il y a une évolution prévue afin de renforcer la lisibilité, la pertinence et l'exploitation du bilan par les médecins et les autres professionnels de santé, parce que la lecture n'est pas forcément évidente pour les médecins, puis on voit que certains médecins finalement ne les lisent pas la plupart du temps. Donc on va essayer, la CNAM s'engage à clarifier un petit peu la lecture des synthèses de BSI. Cette expérimentation débutera au cours du deuxième semestre 2026. Et enfin, donc le bilan de soins infirmiers, forcément, les annexes du bilan vont être modifiées, hein, c'est une évidence. Il est enfin aussi ancré dans l'avenant que la disposition qui indiquait que l'infirmier dispose d'un délai d'une semaine de soins auprès du patient afin d'évaluer ses besoins et de déterminer précisément son niveau de prise en charge avant la saisie du bilan dans l'outil BSI. Donc ça, cette règle, on avait une information générale par la CNAM qui avait été sous forme de mail, mais ça n'avait jamais été ancré dans la convention ni dans les avenants. Donc là, ça y est, cette fois, ça a été statué et indiqué dans la convention. Donc désormais, lorsque vous prenez en charge un patient en BSI, rappelez-vous, vous avez une semaine pour réaliser votre BSI à partir du moment où vous débutez les soins. C'est-à-dire que au-delà, après, ben, on pourra éventuellement, il y a un risque d'indu qui pourra peut-être s'appliquer. Donc soyez vigilant quand vous démarrez une prise en charge. Au bout d'une semaine, vous devez réaliser votre BSI. Concernant la détermination de la facturation des forfaits BSI, lorsque la combinaison H0, M0, E0, donc H veut dire hygiène, M mobilité, E élimination sera observée, on ne pourra pas avoir de forfait journalier. L'outil BSI ne nous donnera pas de forfait. On pourra quand même facturer un BSI initial, hein, ce sera quand même possible, parce qu'on aura quand même fait le travail de recueil. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce H0, M0, E0? Ça veut dire que vous n'avez aucune intervention infirmière dans le volet hygiène, aucune intervention dans le volet mobilité et aucune intervention dans le volet élimination. En gros, vous n'intervenez absolument pas pour ces trois soins de base.
Ben ça existait auparavant, rappelez-vous tout à l'heure, hein, dans le cadre des surveillances hebdomadaires, par exemple. C'était beaucoup utilisé, cette combinaison H0, M0, E0 pour les patients dans le cadre des surveillances hebdomadaires. Donc, dans ce cadre-là, à partir du 1er janvier 2028, c'est pour ça qu'il y a la surveillance hebdo qui va être facturée en AMI 3,77, donc qui prendra le relais. Voilà. Mais désormais, cette combinaison-là ne sera plus possible dans le cadre du BSI. Nous n'aurons plus aucun forfait. Merci Florian pour toutes ces infos sur la dépendance. Alors maintenant, tu vas nous parler encore d'une belle nouveauté, d'une belle avancée pour notre profession, le statut d'infirmier référent. Oui, alors le statut d'infirmier référent, donc c'est un nouveau titre, hein, donc ce qu'on appelle l'IDER, hein, IDE référent. Donc pour les assurés ou les ayants droit âgés d'au moins 16 ans ou plus qui seront en ALD et qui pourront donc désigner un infirmier référent, bien sûr sous réserve de son accord. Aussi pour les assurés qui pourront bénéficier d'un infirmier référent ou d'un IPA référent. Si la personne est mineure, bien sûr, il faudra l'accord d'un des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Donc, ça va engager la mise en place d'un parcours de suivi renforcé pour des patients vulnérables, avec un suivi de proximité à domicile par l'infirmier référent, coordonné avec le médecin traitant, avec un plan de suivi personnalisé, peut-être éventuellement des visites mensuelles à domicile réalisées par l'infirmier référent dans le cadre des consultations infirmières. Donc ces conclusions seront soumises à un groupe de travail qui sera présenté et soumis à la validation de la commission paritaire nationale. Donc là, on n'en est vraiment qu'au tout début parce que on n'a pas encore les tenants, les aboutissants des réelles missions de l'infirmier référent, mais ça viendra s'inscrire un petit peu comme le médecin traitant ou le pharmacien correspondant, qui sont déjà des titres acquis pour le médecin et le pharmacien. L'infirmier aura ainsi un titre, ça lui permettra éventuellement de récupérer des comptes rendus d'hospitalisation, etc., d'avoir un accès plus privilégié à l'information et au suivi de son patient. Merci. Dans cet avenant, on nous parle aussi des infirmiers dits équilibre, enfin qui font partie du dispositif équilibre. Donc, quelles sont les nouveautés? Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Alors, ce projet d'infirmier équilibre, peut-être qui ne parle pas à tous les infirmiers, hein, car c'était sous couvert de l'article 51 de la Constitution, c'était dans le domaine expérimental, donc ça y est, maintenant, c'est passé dans l'accord conventionnel. Alors, c'est un mode d'organisation et de rémunération horaire qui est alternatif et qui se substitue en fait à la NGAP. Donc, c'est des infirmiers qui exercent leur métier à domicile, mais sans une facturation d'actes proprement dit, comme la plupart de vous connaissez, hein, avec des actes à la nomenclature. Donc, ce qui va changer désormais, c'est qu'il va y avoir un engagement d'activité à atteindre avec une file active de minimum de 360 patients par an pour ces infirmiers-là, avec une double rémunération. Donc, c'est une rémunération qui est au taux horaire, 54 euros par heure en métropole et 57 euros dans les départements et régions d'outre-mer, avec une part variable selon des atteintes d'objectifs plafonnés à 2000 euros. Donc ce mécanisme vise à reconnaître à la fois la qualité et l'intensité de l'engagement des infirmiers dans ce cadre qui est innovant et qui est différent de la facturation à l'acte. Par contre, condition d'éligibilité, hein, donc au 1er janvier 2027, pour pouvoir prétendre à ce type de modalité de facturation, il faut au moins avoir 5 ans continus d'expérience en tant qu'IDEL conventionné, être exercé au sein d'une équipe d'au moins 3 infirmiers titulaires et intervenir dans une zone intermédiaire à très sous-dotée. Donc les zones très dotées et surdotées ne seront pas concernées, ne peuvent pas être concernées par le projet équilibre. Il faudra exercer donc en exercice coordonné au sein d'une MSP et avoir suivi 2 formations initiales, la démarche clinique guidée pour utiliser un référentiel OMA System et l'exercice en équipe et coordination interne entre infirmiers assuré par un organisme de formation agréé. Merci Florian. Alors, nous aurons un webinaire spécifique dédié aux IPA et à l'impact de l'avenant 11 sur leur exercice. Est-ce que tu peux déjà juste nous présenter rapidement en une diapo, parce qu'il est déjà 20 heures, quelles vont être les avancées pour les IPA? Oui, je vais faire un résumé. C'est vraiment très succinct en une diapo, mais il y aura un webinaire beaucoup plus complet pour les collègues qui sont intéressés, enfin, qui sont concernés par cette pratique. Revalorisation du forfait numéro 1, donc forfait d'initiation de suivi qui sera de 70 euros, donc le PAI 7. Un PAI, c'est le code acte pour les collègues IPA. Le forfait numéro 2 de suivi, donc après celui d'initiation, donc 50 euros, PAI 5. Quatrième et cinquième consultation qui pourront être facturées sous la forme d'un forfait de suivi rapproché à 21 euros.
un bilan IPA pour les patients qui ne bénéficieraient pas d'un suivi dans le cadre de la pratique avancée de 30 euros, avec maximum un par an par patient et par IPA en ville, et éventuellement une consultation IPA, donc, parce que l'IPA aura aussi a désormais un accès direct, donc en présentiel, pour un patient ne bénéficiant pas d'un suivi dans le cadre de la pratique avancée, donc de 21 euros, avec maximum 4 facturations dans l'année. Pour rappel, ce webinaire aura lieu dans 15 jours, un jeudi soir comme aujourd'hui. Voilà, alors maintenant, on va avancer encore un petit peu. Tu vas nous parler de l'intervention des infirmiers volontaires à la demande de la régulation. C'est ce chapitre sur les permanences de soins en ambulatoire. Oui, c'est ça, autrement appelé les PDSA, donc permanence de soins ambulatoires. Donc, dans la définition, donc c'est la mise en place d'un modèle de rémunération des IDEL pour leur participation aux soins non programmés. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu abstrait pour certains infirmiers parce que le développement n'est pas le même d'une région à l'autre, d'un département à l'autre. Il y a certaines régions où c'est très développé, où ça fonctionne très bien, et d'autres où ben, ça ne l'est pas du tout. Donc je sais que ça ne va pas vous parler à tout le monde, donc je vais essayer de rapidement de vous expliquer. Donc, pour rappel, c'est une participation volontaire des infirmiers, et c'est un exercice qui vient en complément d'une activité principale libérale. Ça ne peut pas compromettre la continuité des soins habituels, c'est vraiment un complément d'activité. Pour les patients, il y a une dispense d'avance des frais dans le cadre de la PDSA qui est régulée par le 15. L'objectif, c'est de structurer la réponse aux soins urgents, non programmés, mieux intégrer les infirmiers dans l'organisation territoriale des soins. Donc, ce sont des permanences de 4 heures ou les week-ends, rémunérées donc, selon un forfait qui est un petit peu plus de 50 euros de mémoire. Et en plus de ce forfait de permanence, hein, où en fait on est régulé par le 15, c'est-à-dire que ben, on attend en gros que le téléphone sonne, hein, que le 15 nous déclenche sur une situation critique. Il y a deux possibilités, ou vous viendrez pour faire une levée de doute, ou alors vous réaliserez un soin infirmier. Mais il est quand même prévu une majoration, donc majoration demandée à l'issue de la régulation, donc qui s'appellera la MIR, qui est de 15 euros. Donc c'est une majoration ponctuelle qui pourra s'appliquer uniquement à l'intervention demandée par la régulation et qui n'est plus applicable si l'infirmier prend en charge le patient à la suite de cette intervention. C'est-à-dire que à la suite de cette première intervention, il y a besoin de son infirmier derrière. Bien sûr, on ne pourra plus appliquer la majoration de 15 euros. Le nombre sera limité à 20 majorations par semaine et par infirmier. Donc, pour résumer les deux situations de facturation, donc l'intervention se fait à la demande de la régulation, ça c'est une condition obligatoire, ou l'infirmier réalise un acte infirmier et dans ce cas-là, il facture son acte infirmier qui est prévu à la nomenclature. Si par exemple c'est un pansement courant, eh bien, on aura l'AMI 2,02 par exemple, si c'est une injection, etc. Et il y associera cette majoration de 15 euros. Ou alors, dans ce cas-là, il n'y a pas d'acte infirmier. Dans ce cas-là, ce sera considéré donc comme une levée de doute, un AMI 1,35 plus la majoration de 15 euros, ce qui équivaudra à peu près en tarification à la consultation infirmière. On est autour, du coup, un AMI 1,35 plus 15 euros, ça représente le tarif d'une consultation infirmière qui est de 20 euros. Alors maintenant, encore un acte qui va être non négligeable, j'ai envie de dire, sur la prévention et donc sur le rôle infirmier en matière de prévention, donc qui est plutôt intéressant pour nous. C'est la valorisation de la remise du kit du cancer colorectal par les IDE. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais là, l'avenant 11 revient directement dessus. Donc, Florian, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu, entre autres, la rémunération pour les infirmiers? Oui, je pense que vous avez tous appris que maintenant, au-delà les médecins, les pharmaciens, les infirmiers peuvent désormais remettre des kits de dépistage du cancer colorectal pour les patients selon des critères d'éligibilité, hein, entre 50 et 74 ans ou des critères un petit peu plus détaillés pour accompagner. Alors, notre rôle, ça va être d'accompagner et de conseiller le patient lors de la délivrance du kit. La rémunération qui est prévue, donc, elle est de 3 euros avec un code traceur qui est RKD, avec une majoration de coefficient de 1,05 pour les départements d'outre-mer. Et si alors ça, c'est juste la remise du kit, hein. Vous expliquez au patient à quoi il sert ce kit, vous lui donnez le kit, et pour ça, vous avez une rémunération de 3 euros. Après, le patient fait le test, il ne le fait pas, c'est pas grave, vous serez quand même payé 3 euros. Mais si le patient réalise le test, là, vous aurez une rémunération supplémentaire de 2 euros
avec une majoration toujours de coefficient 1,05 pour les territoires d'outre-mer. Donc, alors, comment cette majoration va se calculer? Elle sera faite une fois par an en fin d'année où en fait les caisses d'assurance maladie feront le lien entre la facturation que vous avez fait de ce code acte RKD et si le patient a bien réalisé son test, vu que c'est piloté par l'assurance maladie. Donc là, si le patient a réalisé son test, ben, vous aurez une petite majoration de plus de 2 euros. Merci Florian. Alors, ça va bientôt être l'heure des traditionnelles questions-réponses. Juste avant de passer au chat, où je vais aller voir un petit peu ce qui se dit, je vous invite à regarder cette diapositive de synthèse. Elle est assez riche, il y a plein de choses. Donc, Florian, est-ce que tu veux refaire un petit résumé de cette diapo? Et puis, juste après, on passe aux questions-réponses. Oui, comme ça, voilà, le temps que si vous avez des questions, commencez à poser vos questions sur le chat, le temps que je vous présente la synthèse. Bon, vous avez vu, il y avait beaucoup d'éléments, beaucoup de nouveaux actes, de nouvelles revalorisations. Donc, on a essayé de synthétiser en une dia, mais ce n'était pas facile. Donc, de la loi infirmière du 27 juin 2025, à partir de mars 2026, donc là maintenant, vous êtes autorisé à délivrer des kits. Alors attention, la rémunération n'arrivera qu'au terme des 6 mois de l'avenant, parce que je vous rappelle, hein, il y a un délai incompressible pour l'application de l'avenant. Donc là, il a été signé fin mars, donc il sera applicable en fin d'année. Donc la rémunération n'arrivera qu'en fin d'année. Prochainement, on va voir arriver la revalorisation de l'AMI donc à 3,35 €, donc 20 centimes de plus. L'accès direct du pansement qui sera désormais en AMI 2,02. La consultation infirmière toujours sous réserve de la validation par l'HAS et la nouvelle majoration MIR qui arrivera également pour les soins non programmés, donc dans le cas des permanences de soins ambulatoires. En juin 2027, le bilan de plaie simple pour les pansements courants, côté AMI 2,9. La prise en charge des enfants diabétiques de type 1 en milieu scolaire, donc qui, comme on a vu tout à l'heure, AMI 1 plus AMI 1 plus la cotation MSD de 7 euros qui sera applicable au 1er janvier. Novembre 2027, encore une nouvelle revalorisation de l'AMI à 3,45 €. Janvier 2028, là, pas mal de nouveaux actes qui arrivent. La surveillance clinique hebdomadaire qui va remplacer le forfait BSA côté AMI 3,77. La surveillance clinique pour les situations aiguës AMI 1,49. L'administration et la surveillance de médicaments pour les patients en ALD ou ayant des troubles psychiatriques délirants AMI 1,48. Le BSI plus le cumul du diabète à taux plein. Et les patients BSC les plus lourds avec la majoration MSG si le score SEGA est supérieur ou égal à 35. Et à partir de janvier 2029, les BSC plus la majoration, c'est la grille SEGA, est supérieure ou égale à 32. Merci Florian. Alors, j'ai plein de questions, évidemment, tu t'en doutes. Alors, on n'arrivera pas à toutes les traiter parce qu'il est déjà 20h12. Première question, à partir de quand les ordonnances avec marqué jusqu'à cicatrisation, seront-elles acceptées? À partir du délai de 6 mois, incompressible, donc entre la signature et la mise en application de l'avenant, donc c'est-à-dire dans 6 mois. Donc dans fin d'année, donc ça a été signé fin mars, hein, si je crois que ça nous amène vers novembre ou octobre, quelque chose comme ça. Donc là, à partir de cette date-là, lors de sa mise en application, cette sémantique, cette rédaction sera acceptée, tolérée. Et donc jusqu'à cicatrisation égale 3 mois de prise en charge. Merci. Alors, j'ai deux questions que je vais te regrouper parce que ça concerne le kit du dépistage cancer colorectal. Alors, il y a Valérie qui me demande comment se procurer les kits et j'ai une deuxième question d'Audrey qui dit donc pour l'instant pas de distribution du kit du cancer colorectal car pas de rémunération avant 6 mois. Dommage car j'en ai commandé. Alors, Mm. voilà, comment on se les procure d'abord? Alors, pour Demande. se les procurer, c'est simple. Sur votre compte Amélie Pro, vous commandez sur Amélie les kits et vous les recevez sous un délai d'environ 3 à 4 semaines à peu près. De mémoire, je crois que c'est maximum 20 kits par commande. C'est vrai que pour le moment, on a la possibilité de les délivrer, mais on ne peut pas encore les facturer. Bon, ça arrivera à la fin de l'année, en effet. Mais on peut déjà se facturer quand même les 3 euros. C'est ça. Tu peux pas facturer les 2 euros de réalisation, mais tu peux facturer les 3 euros. Et non, le code acte Même n'est... pas, même pas. Et Je non, pensais que non, tu non, non. pouvais, je pensais qu'il Et fallait non. attendre le deuxième On doit, acte. on D'accord. doit attendre la période incompressible des 6 mois. Parce que les Alors, logiciels n'ont pas encore eu le temps de s'organiser et d'accord, je ça ne pensais que rentre la distribution était, d'accord, j'ai compris, merci. pas. Commencer en un pansement sans ordonnance égale 2,02, mais la cotation par la suite.
Elle reste la même. Chaque acte de pansement en accès direct sera coté AMI 2,02. Donc le plan de soins, c'est vous qui le définirez. C'est-à-dire que si vous estimez que cette plaie nécessite d'être faite tous les jours, ben, vous passerez tous les jours. Tous les 2 jours, ben, vous facturez tous les 2 jours. Là, vraiment, on parle d'un rôle autonome de l'infirmier, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évaluation médicale, il n'y aura pas de prescription médicale, c'est votre propre évaluation, votre propre analyse clinique qui va déterminer le plan de soins. Donc, bien sûr, il faudra que vous ayez un dossier de soins quand même étayé, parce que là, il n'y a plus de contrôle lié à la prescription, c'est votre propre argumentation, hein. Donc, il vous faudra avoir un plan de soins le plus pertinent possible. Allez, on va encore L'assurance garder. maladie, l'assurance maladie n'est pas dupe, hein. S'ils ont mis un seuil d'évaluation à 10%, c'est parce qu'il y a un risque d'augmentation de prise en charge. Donc, on est toujours dans la maîtrise des coûts médicalisés. On me demande s'il faudra toujours réaliser des demandes d'accord préalables pour les surveillances des thérapeutiques dans le cadre Mm. de Ah, l'AMI 1.2. oui, ça, pour le moment, ben, ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu de consigne dans l'avenant disant que ça allait disparaître. Donc, par contre, il y a un travail qui va être fait, parce que ça, c'est vraiment une demande de la profession de manière à dématérialiser et sécuriser les échanges des demandes d'accord préalable. Parce que là, on voit qu'on est encore sur un modèle qui est un peu archaïque, par transmission papier, transmission courrier. Donc là, la demande, elle va vers de la dématérialisation via nos logiciels métiers de manière à sécuriser la transmission. Mais c'est pas fait Allez, encore. on va en faire encore une ou deux. On me dit, est-ce que les enfants de moins de 13 ans qui sont scolarisés au collège sont quand même concernés par Non. ces... Mais non. Et non, et non, et non, hein. C'est le titre est très clair, c'est uniquement maternelle et école primaire, hein, école élémentaire. Alors ça va jusqu'à 13 ans parce que ben, des fois il peut y avoir des redoublements qui ont fait retarder, donc c'est pour ça qu'il y a cette amplitude de 13 ans. Mais dès qu'il y a l'entrée au collège, là ce n'est plus dans le cadre conventionnel, donc il n'y a plus de prise en charge. Kawila me demande également si tous les AMI inférieurs à 1,5 auront toujours la MAU. Et ça ne change pas. Voilà, bah Donc, c'est assez. donc ça veut dire que je pense peut-être, elle pense aux AMI 1, AMI 1,49, AMI 40, AMI 1,48, pardon. Donc ils auront bien la MAU qui s'appliquera, en effet. Alors, dernière question avant de passer à la fin de notre webinaire. J'ai quelqu'un qui me demande pour l'administration des collyres facturables, tu vois, tout à l'heure tu en as parlé, facturables 3 fois par jour. Oui. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est illimité ou limité dans le temps? Alors, ça va dépendre de la prescription du médecin. Là, aujourd'hui, dans l'avenant, sur le plan conventionnel, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que c'est le médecin qui va devoir faire la prescription, mais ça, c'est comme pour l'administration des thérapeutiques. À l'époque, quand on passait une fois, 2 fois ou 3 fois par jour, c'est le médecin qui détermine la fréquence de soins. Ben là, ce sera pareil. Ce sera au médecin de déterminer, sous réserve, attention, hein, on le rappelle, que le patient est dans l'incapacité de pouvoir réaliser le soin. Donc, on doit avoir des arguments sur son incapacité. Peut-être c'est un patient, je ne sais pas moi, qui a une polyarthrite et qui est dans l'incapacité de pouvoir lever le bras pour pouvoir se mettre ses collyres. Peut-être c'est une personne qui a des troubles démentiels type neurodégénérative. Voilà, il y a quand même des critères, hein. C'est pas tous les patients qui se feront opérer de la cataracte seront éligibles pour que l'infirmier passe lui mettre des collyres. Non, il y a quand même des critères d'éligibilité à respecter. Mais il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alors, j'ai quelqu'un qui me parle, mais justement, ça va permettre d'enchaîner sur la fin de ce webinaire, qui me parle des formations et qui me demande si les futures formations, justement, permettront de visualiser toutes ces mises à jour. Alors, bien évidemment que nous allons mettre à jour toutes nos formations progressivement. Vous avez vu que ces calendriers sont quand même assez lointains, mais nous allons venir à jour et nos formateurs vont être formés pour intégrer toutes ces nouvelles notions. Mais je pense que Florian voulait aussi nous parler d'autres formations qui seraient vraiment essentielles par rapport à tout ce qui a été dit au cours de ce webinaire. Donc, je te redonne la parole, Florian. Oui, je pense que ben, vous avez vu, hein, cet avenant, il est large, il est varié sur le plan conventionnel, sur le plan réglementaire par rapport à la nomenclature, donc d'où l'importance de continuer à vous former régulièrement, parce que toutes ces nouveautés qui arrivent, ben, c'est grâce à la formation que vous allez pouvoir les intégrer dans vos cabinets et en faire aussi la promotion auprès des médecins, parce qu'imaginez bien que la prescription de situation aiguë, nous, on va la connaître, mais le médecin prescripteur, il va falloir avoir un rôle coordonné avec lui. Donc, l'importance de continuer à vous former en cotation et pour acquérir de l'expertise en termes de facturation.
Vous avez vu que le diabète, on va avoir quand même une consultation spécialisée sur la prise en charge de l'insulinothérapie en première intention, mais aussi pour l'enfant à l'école de moins de 13 ans. Donc, d'où l'importance de continuer à bien se former sur la prise en charge du diabète parce que ça bouge, ça évolue. Le bilan prévention, donc, qui est désormais en accès direct, mais aussi en consultation infirmière, donc en suivi de consultation. D'où l'importance de bien l'appréhender. Ça aussi, c'est un thème qu'il vous faudra forcément aller creuser. La consultation infirmière, bon, bah là, je reviens même pas dessus parce que c'est une nouvelle compétence qui va demander quand même un savoir. L'évaluation des plaies, la prise en charge des plaies, la iatrogénie médicamenteuse. Vous avez vu que la iatrogénie, ça a beaucoup évolué. On élargit les prises en charge et les motifs de prise en charge, et même aussi les voies d'abord, hein. On n'est plus qu'à la voie orale, hein. On augmente les types de voies d'abord, enfin les types de formes galéniques. Les gestes d'urgence, hein, quand on pense aux soins et permanence de soins ambulatoires, donc pour les infirmiers qui sont concernés dans leur région, donc il faut bien sûr continuer à avoir une certaine aisance dans ce type de soins, avec penser à faire le recyclage de votre AFGSU, donc ou en initial ou en recyclage, ou tout ce qui est situation exceptionnelle également. Bref, il y a plein de choses à voir encore, hein. Voilà, Mm. c'est parfait. Merci Florian. Alors, nous allons terminer ce webinaire. Ah oui, encore une diapositive sur les enjeux de la formation pour votre avenir, pour vous permettre ben oui, de clarifier vos actes, de développer de nouvelles compétences, de maîtriser tout ce qui est cumul et tout ce qui est cotation, parce que vous voyez que ça bouge beaucoup, pour être sécure par rapport à vos cotations, avoir toujours une traçabilité qui soit rigoureuse et pertinente, et surtout préparer et construire l'avenir de votre profession, de la profession tout entière, parce que cet avenant 11 vous montre que vraiment on développe l'autonomie, on développe de nouvelles compétences, ou on renforce des compétences qui n'étaient pas forcément si évidente que ça. Et surtout, on les valorise maintenant, parce qu'avant, c'était Ouais. des compétences qu'on avait, mais qui étaient plutôt mal valorisé. Donc là, on commence à avoir de la valorisation arriver sur le rôle propre et autonome de l'infirmier. Et puis, on met l'accent sur la prévention et sur le rôle de l'infirmière dans la prévention. Et ça, c'est quand même une belle avancée. Nos prochains webinaires, donc on vous en a parlé déjà un tout petit peu. Jeudi prochain, la consultation infirmière et l'avenance. Quels impacts pour votre pratique? Vous aurez Emma qui vous accompagnera. Et puis le jeudi suivant, les impacts de l'avenance pour les IPA. Emma, qui est aussi IPA et qui est formatrice chez nous, vous accueillera et vous pourrez lui poser toutes les questions qui vous viendront à l'esprit concernant l'impact de l'avenance pour les infirmières, les IPA. Voilà, donc on termine ce webinaire en vous parlant aussi des podcasts. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous appeler au 04 99 13 30, 50 00. Et puis on vous retrouve très prochainement pour un prochain webinaire. On vous dit merci d'avoir été si présents et si nombreux. Florian, merci pour toutes ces clarifications. Je pense qu'on te retrouvera très prochainement. Merci à tous. Excellente soirée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, à bientôt.